Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, On te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Allô Catherine! Allô Jess! Allô! T'es Bienvenue donc bien sur le belle! Sofa Bienvenue sur le Sofa Rose! T'es belle toi aussi, t'es belle en personne! Oh, mais toi avec! C'est la première fois qu'on se voit en personne! Caroline, c'est le fun! Aujourd'hui, à l'émission, on a décidé de parler, de rendre hommage à des femmes. Hein? Oui. On a décidé de célébrer celles qui ont été audacieuses, celles qui ont été visionnaires, celles qui ont décidé de casser les codes, Ouais. de s'émanciper et de tracer la voie vers ce que nous, aujourd'hui, on peut profiter. Parce que on a décidé de parler de femmes qui ont inventé des choses, des femmes qui ont vraiment... c'est ça. Changer un cours de l'histoire Changer le cours aussi. de l'histoire. Des lois. Exactement. Puis qui nous définit aujourd'hui en tant que société. Oui, puis je pense qu'on n'en parle pas assez de ces femmes-là, parce Non. que si aujourd'hui, l'égalité n'est pas encore 100% atteinte, ben ces femmes-là ont évolué dans un monde pire que ce qu'on vit aujourd'hui, puis ont réussi, malgré tout, à faire leur place. Fait que, wow! Ouais. Fait C'est que... fou intéressant. Puis quand on a monté l'épisode, j'étais vraiment comme excitée par le fait de trouver ces femmes-là, de faire les recherches. Puis tu sais, oui, ça va être un épisode où on va avoir quand même pas mal de lecture parce que on veut être sûr de dire les bonnes informations, bien évidemment, puis c'est pas de nos mots à nous non plus. Mais je trouvais ça le fun. Vraiment. Ouais. D'en apprendre plus sur ces pionnières-là, finalement. Exactement. Oh, c'est beau, je suis touchée. Oui! Fait que c'est toi, Jess, qui va nous partir le bal avec Franca Viola. Franca Viola. Veux-tu que je la montre pendant que toi... Ah oui, c'est une bonne idée. On pourrait montrer la... Ouais, ça devait être plus facile de même. Parce qu'on a imprimé les photos des femmes. On trouvait ça important. On pourrait les intégrer dans le décor. Oui, c'est ça. On trouvait ça important de montrer à la caméra les photos parce que ces femmes-là sont importantes. Puis elles ont un nom, mais elles ont un visage aussi. Exactement. Ouais. Donc, Franca Viola. Oui, Franca Viola, c'est celle qui a dit non. En 1965, dans une petite ville de Sicile appelée Alcalmo, ça c'est en Italie, une jeune fille de 17 ans a osé dire le mot qui allait changer l'histoire. Non. Son nom était Franca Viola. À cette époque, l'Italie vivait encore sous l'ombre des traditions d'honneur et des lois patriarcales héritées d'un autre temps. L'article 544 du Code pénal italien disait ceci. Si un homme viole une femme, il peut effacer son crime en l'épousant. Je peux-tu crier tout de suite? Ouais. C'est lui le méchant? Oui. Puis il faudrait que la femme qui a été victime répare le crime de son agresseur. En le mariant. Je serre très fort le micro en ce moment. Puis c'est pas juste ça. C'est en 65. Ouais, ça fait pas 100 ans, là. Non, là. Ça fait vraiment pas longtemps. Ici, au Québec, on n'avait pas cette loi-là. Ça n'existait pas. Mais il y avait quand même la loi d'honneur dans tout ça, tu sais, quand même, qui était quand même présente. Oui, que si tu te faisais violer, tu valais plus rien. Ouais, c'est ça. Puis en Europe, un peu partout en Europe, il y avait cette loi-là que tu devais marier pour garder aussi ton honneur. Parce que, oui, il peut effacer son crime en l'épousant, mais elle, si elle épousait son violeur, ben l'honneur de sa famille et de son nom était blanchi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment grave. C'est dégueulasse. Ouais. On appelait ça le mariage réparateur ou matrimonio riparatore. L'idée, c'était que le viol ne détruisait pas seulement une personne, mais l'honneur de sa famille, comme je disais, et qu'un mariage pouvait réparer cette honte. Franca Viola, elle, refusait cette logique. Puis, je viens de faire d'allumer sur quelque chose, mais son nom, c'est Franca Viola. Ouais. Comme si elle était destinée à briser ce silence-là, tu sais. Donc, c'est ça. Elle avait mis fin à sa relation avec Filippo Melodia, un homme violent lié à la mafia italienne, mais lui n'avait pas accepté le rejet. Le 26 décembre 1965, il est revenu avec un groupe d'hommes armés. Ils ont battu sa mère, enlevé Franca et son petit frère de 8 ans, Mariano, qui a tenté de la protéger. Le garçon a été relâché.
Franca, elle, a été gardée captive pendant 8 jours. Hey, 8 jours de peur, de viol, de menaces et de pression pour qu'elle accepte d'épouser son agresseur. Parce qu'ainsi, il deviendrait un homme honorable, mais Franca Viola a refusé. À son retour, au lieu d'accepter ce mariage forcé et le fait de ce qu'une femme, aucune femme avant elle avait osé faire, elle a porté plainte. Ce geste, en 1965, en Sicile, relevait de l'impossible. Sa famille a été rejetée. Leur champ incendié. Les voisins y étaient hostiles, mais son père, lui, il a soutenu sa fille. Puis il a dit, le vrai déshonneur, ce n'est pas d'être violé, mais de ne pas dire la Je vérité. t'ai émue. Une chance que son père était là, pareil. Ouais, là, j'ai une émotion, moi, avec. Ben là... Comment? Tu sais, parce que souvent, les hommes, même les papas, ils faisaient comme, mais non, marie-la pour l'honneur de ma Oui, famille. c'est ça. Ouais. Arc, fuck l'honneur, là. Ah, je sais. Pour la toute première fois en Italie, toute l'Italie est forcée de regarder la réalité en face. Un système qui protège les agresseurs et fait porter la honte aux victimes. La presse s'empare de l'affaire, le pays se divise, certains l'admirent pour son courage, d'autres l'accusent d'avoir sali le nom de sa famille. Mais Franca tient bon. Et cette fois, la justice écoute. En décembre 1966, Filippo Melodia est condamné à 11 ans de prison. Franca Viola devient ainsi la première Yes. à avoir changé. Je suis pleine de frissons. C'est ça. Fait que la première femme italienne a refusé publiquement un mariage réparateur et a obtenu justice. Son geste résonne comme un coup de tonnerre dans l'Italie en pleine mutation. On se souvient, Franca, elle a 17 ans. À ce moment-là, elle n'est même pas majeure. En 1968, elle épouse Giuseppe Rusini, un ami d'enfance, celui qui la voyait pour celle qu'elle était. Une femme digne, entière, libre. Leur mariage devient un symbole d'amour vrai, libéré de la honte. Mais le combat ne s'arrête pas là. Il faudra attendre 1981, 16 ans plus tard, pour que la loi du mariage réparateur soit enfin abolie. En 81, là, fait pas longtemps. Non. Hein? Ce jour-là n'a pas seulement effacé une loi injuste, on a mis fin à une idée, celle de la valeur d'une femme dépend de ce qu'on lui fait subir. Puis en fond, il y a eu une vague mondiale aussi reliée à ça parce que la presse, elle a été vraiment partout en Occident principalement, là, je sais pas pour le reste du monde, mais tu sais, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Brésil, le Maroc, toutes ces places-là, dans le fond, ont comme choisi de tourner la page et on en passe sur cette loi-là que eux autres aussi adhéraient. On est amené aussi sur un mouvement féministe international dans les années 70. Ça a vraiment fait un cheminement aussi par rapport à ça. Tu sais, puis Franca Viola était pas militante, puis elle était pas politicienne. Non, non, je pense c'était une fille normale qui avait vécu une agression. Ouais, peut-être qu'elle savait même pas qu'elle était féministe, tu sais, d'emblée, je veux pas. Fait que maintenant, on a vu que c'était plus une atteinte à la moralité, mais un crime contre la personne. Ben oui. Voilà. Oh, mon Dieu. Ouais, fait que après ça, ben dans plusieurs pays, on prise de conscience, dans le fond, que la reconnaissance, que c'était le viol conjugal était un crime. Ouais. Puis dans le fond, par rapport à ici, au Québec, je trouve ça intéressant. Dans les années 60, on était dans la révolution tranquille. Ça commençait à se secouer la société. On n'est pas là encore, par contre. Fait que, tu sais, des femmes comme Lise Payette, Thérèse Casgrain, c'est des noms, dans le fond, qu'on a pas mal entendus. Tu sais, ça leur a probablement donné le power de continuer à dire non sur des choses qu'elles ne voulaient pas, tu sais. Puis, dans les années 70, qu'on a vu les premières maisons d'hébergement pour femmes violentées. Ça fait pas si longtemps que ça non plus, mais ça l'a probablement donné un coup de pouce à ce que ça l'a contribué. Ouvrir les esprits, ouais, carrément. Fait que, voilà. C'est un bel héritage qu'elle nous a offert, cette Franca Viola. Incroyable. Ouais. Ça m'a vraiment touchée. Ben, j'ai le moton encore. Ouais. Reviens-en. Oui. C'est quand même une grosse histoire, cette femme-là, là. Wow. Tu sais, mais moi, ce que j'en reviens pas, c'est que ça fait pas longtemps. Là. Non, c'est ça. Tu sais. Ça aurait jamais dû exister, cette loi de marde-là. Non. Mais en plus que ça existait, ça fait pas longtemps qu'elle est abolie, là. Ouais. Hey, c'est quelque chose, là, quand même. Wow. Bon, as-tu une autre histoire? J'ai une autre histoire! On est moins dans le deep pour cette histoire-là. Oui, c'est deep, mais moins intense, mettons, que le viol. C'est les pionnières du droit de vote. Je trouve ça important de le nommer parce que c'est quelque chose qu'on... Ça aussi fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça, exactement. Ça a parti, dans le fond, là... au 19e siècle avec Emmeline Pankhurst
en Angleterre. Cette femme-là, dans le fond, c'est elle qui était une suffragette qu'on appelle. C'était représentée comme une féministe très extrémiste parce qu'elle amenait les femmes à tout péter dans le pays. À se révolter, à faire la grève de la faim, à casser des vitrines, à mettre des chars en feu. Des chars en feu, des micro-bombes dans les postes. Dans la poste. Bloquer des rues. Puis tu sais, elle, dans le fond, après ça, une fois qu'ils ont eu le droit de vote, ça s'est étendu dans le monde pour arriver à aujourd'hui au Québec, que c'était Thérèse Casgrain. Elle, c'est la pionnière, dans le fond, à avoir amené le droit de vote ici, au Québec, avec une ligne des droits des femmes qu'elle a créée, tout ça, parce que on n'avait pas le droit de vote. Tu sais, si je regarde le droit de vote, tu sais, ça a été comme vraiment long, là. Mettons, en 1918, les femmes pouvaient, au fédéral, pouvaient voter parce que, justement, c'était notre héritage de l'Angleterre, vu qu'on est une ancienne colonie. Mais les femmes québécoises, au niveau provincial, ne pouvaient pas voter encore sur des choses qui les touchent le plus, parce qu'on s'entend que dans les provinces, qu'est-ce qui est voté? C'est les écoles, c'est les hôpitaux, c'est tout l'aspect qui est vraiment plus social, en fait, qu'elle n'avait même pas le droit au chapitre. Mais c'est juste en 1940, dans le fond, après des années de pression, de pétition, de lettres ouvertes, de débats enflammés à l'Assemblée nationale, que les femmes au Québec ont obtenu le droit de vote provincial. Mais les années 40, là, ça fait pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps. Puis, malheureusement, avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut voir que c'est le genre de choses qu'on peut nous retirer à tout moment. Oui, c'est épouvantable. Faut le chérir. Fait que, tu sais, même si vous n'êtes pas de politique, vous n'êtes pas de rien, je pense que... Allez voter. Allez voter. C'est notre devoir. Ou annulez votre vote. Oui, mais allez-y. Au pire, faites-le, parce que c'est un droit qui est acquis chez les hommes, mais qui n'est pas acquis chez les femmes. Puis, c'est ça, il y a eu tellement de femmes qui se sont battues pour qu'on puisse avoir cette liberté de pouvoir s'exprimer, parce que c'est un peu, c'est de s'exprimer aussi que de voter. Oui, c'est de pouvoir s'inscrire aussi en politique, c'est de pouvoir avoir un podcast, de pouvoir parler de ces choses-là. Tout découle de ça, veux pas, là. Exactement. Oui. Fait qu'on va continuer avec quelques petites histoires en rafale. Fait que tu veux-tu prendre mes papiers, puis... Oui. Fait que la première... Oui, la première, c'est Betty Nesmith Graham. Cette femme-là a inventé quelque chose de super pratique que personne ne se douterait, mais en 1956, elle a inventé le liquid paper. Oui. Parce qu'elle était secrétaire dans un bureau, puis elle trouvait ça bien difficile, hein, dans ce temps-là, c'était pas des ordinateurs, c'était les dactylos. Fallait que tu recommences au complet. Fait qu'elle cherchait une façon de pouvoir corriger ses erreurs sans scraper la feuille, finalement. Fait que elle a mis au point une peinture blanche à base d'eau qu'on applique pour couvrir une faute, puis on retape par-dessus. Fait que son invention a transformé le travail de bureau et a donné naissance à une entreprise prospère. Aujourd'hui, le correcteur liquide est un objet du quotidien, on va se le dire, là, dans toutes les formes possibles. Fait j'en ai un sur mon bureau, là. Merci, Betty! Merci! La prochaine... Mary Anderson, elle a créé les essuie-glaces. Cette femme-là, dans le fond, était tannée de voir les gens sortir de leur voiture pour essuyer les phares lors de pluie. Fait qu'elle a trouvé un modèle qu'elle a designé toute elle-même pour justement que ça devienne accessible. Sauf que les gens, ils ont ri au début de son invention, ils comprenaient comme pas trop. Ouais, un bras mécanique qui essuie la vitre. Ouais. Puis tu sais, ça se passe début 1900, tout ça, là? Oui, 1903. Wow! Fait que nos autos sont pourvus d'essuie-glaces grâce à une femme. Mary Anderson, merci! Merci! Ensuite, on a Margaret Knight, qui a inventé les sacs à papier à fond plat. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là. Mais je veux dire, à ce temps, il n'y en a plus de sacs en plastique quand tu vas au IGA. C'est quoi qui te donne? Un sac à papier à fond plat? Ben sinon, tu sais, c'est pas pratique, un sac à fond rond, je veux dire, tout tombe, là. Oui. Fait qu'elle, c'est une inventrice et une mécanicienne, quand même, en 1868.
Margaret, elle a créé une machine qui plie et colle un fond plat au sac en papier, leur permettant de tenir debout. Son procédé a révolutionné le commerce de proximité et l'emballage, rendant le transport d'objets beaucoup plus pratique. Elle a dû défendre son brevet en justice contre un homme qui prétendait en être l'auteur. Mais ça, il y en a plein de même. Puis il y a sûrement des inventions qu'on pense que c'est des hommes, mais dans le fond, c'était des femmes. Ouais, mais elle a gagné. Good job. Good job. Good Faut se job. défendre. Oui, c'est important. Oh, mon Dieu, on est choqués! C'était sûr que ça allait faire ça, cet épisode-là. Ah, la prochaine! C'est toi qui montres la photo. Oui. C'est Melita Benz. Elle, en fait, elle a inventé le filtre à café. Elle était écœurée d'avoir les petites granules de café dans sa bouche quand elle buvait. Fait qu'elle a créé le filtre à café, puis ça s'est fini par se commercialiser et tout ça. Fait que c'est vraiment le filtre à café jetable. Là. Des affaires tellement basiques, mais c'est bon, il a fallu l'inventer, tout ça. Ben oui. C'est une femme qui l'a fait. Parenthèse par rapport, savais-tu que l'ouvre-boîte a été inventé beaucoup après la boîte de conserve? Mais ils ouvraient comment les boîtes? Je sais pas, avec le couteau, avec leurs dents. Je sais pas comment ils faisaient, mais... Avec leurs dents! pratique! Hey, ça, c'est quand même vraiment drôle. Ensuite, on a Marion Donovan. En 1949, elle a inventé quelque chose d'assez intéressant, des couches jetables. Fatiguée de laver les langes, donc les couches réutilisables, finalement, Marion a conçu une couche imperméable avec une doublure absorbante. C'était la première étape vers la couche jetable. Les fabricants ont d'abord été réticents, mais sa solution a profondément changé la parentalité moderne en offrant praticité et hygiène. Son invention a ouvert la voie de l'industrie mondiale des produits pour bébés. Bon, on s'entend-tu qu'à révolutionner la vie des femmes directement? Hein? Je veux dire, tu sais, ça revient beaucoup, là, les choses plus traditionnelles de nettoyer les couches, c'est plus écologique, tout ça, mais économie de temps, My God. Incroyable. C'est sûr que là, maintenant, ils mettent des cochonneries dedans, mais là, ça, c'est un autre... ça, c'est un autre débat. C'est un autre sujet, là. On criera une autre fois là-dessus. Ouais, c'est ça. Joséphine Cochrane, en 1886, elle a inventé le lave-vaisselle. Je l'aime, cette femme-là. J'en ai pas chez nous. Oh là là! Mais cette femme-là, elle a vraiment révolutionné, justement, encore là, la vie des femmes à la maison. Je veux pas, c'est qui faisait la vaisselle, c'est les mamans. Hein? Puis ça a été présenté à l'Exposition universelle de Chicago en 1893. Puis ça a attiré vraiment l'attention des hôtels et restaurants parce qu'eux autres, ben... Ils n'en pouvaient plus, Ils n'en pouvaient plus, là. C'est ça, exactement. Fait que son invention a mécanisé une tâche domestique lourde et est devenue un standard ménager. Voilà. Voilà. Merci, Joséphine. Merci, Joséphine. On a Léona Chalmers aussi, en 1937. Moi, je savais même pas que ça avait été inventé aussi longtemps. La coupe menstruelle moderne. Moi aussi, je savais pas que c'était en 37. Je pensais que c'était une affaire des années 2000. Ben oui, parce que c'est depuis peu qu'on en entend quand même assez parler souvent, mais ça a été inventé là, quand même longtemps. Elle cherchait une alternative aux méthodes rudimentaires d'hygiène féminine. Léona a breveté une coupe souple en caoutchouc réutilisable, bien que l'adoption commerciale a pris du temps. Fait qu'on parle de... Dans les 90-2000. Oui, c'est ça. Sa conception est à la base des coupes menstruelles modernes, écologiques et économiques qu'on connaît aujourd'hui. Fait qu'elle a anticipé un besoin sanitaire important et a offert une solution durable. Oui, puis surtout qu'à l'époque, à ce temps-là, les femmes n'avaient pas nécessairement de s'acheter des serviettes. Non, c'était des motons de serviettes qui devaient laver, puis avec une ceinture. C'était super compliqué, là. Imagine, dans ta grande robe, parce qu'il n'y avait pas de pantalon, il n'y avait pas le droit, les filles, d'avoir des pantalons. Oh mon Dieu. En tout cas, on pourra en parler longtemps, là. Oui. Maintenant, dans la même version, même sujet, Marie-Béatrice Davidson Kenner. Elle a inventé les serviettes hygiéniques jetables. Donc, plusieurs dispositifs d'hygiène avec protection anti-fuite. Malgré la qualité des idées, elle a subi des barrières radicales et commerciales. Plusieurs de ses brevets ont été ignorés à l'époque. Ses inventions sont aujourd'hui reconnues comme précurseurs des protections menstruelles modernes. Fait que c'est à cause d'elle qu'on a des serviettes sanitaires. Mais en fait, c'est ça, c'est écrit des barrières raciales. C'est encore pire. Oui, c'est vrai, parce que c'était une femme noire. Fait qu'à cause que c'était une femme... Ben, oui. On à cause que c'était une femme noire, hein, elle pouvait pas inventer quelque chose. Elle, voyons.
Elle avait pas le droit. Puis je veux dire, ça risque parce que on est dans l'intersectionnalité, là, que tu viennes de n'importe quelle ethnie. On a toutes des menstruations. Voilà. Ou à peu près. C'est ça. Ensuite, nous avons Laetitia Gear, qui a inventé la seringue à une main. Savais-tu ça qu'avant ça, les seringues étaient à deux mains? Non, je savais pas. Puis surtout qu'avant ça, c'était à deux mains, mais souvent à deux personnes. Oui. J'ai vu une photo, c'était peurant. Allez voir ça sur Google. Fait que si vous avez peur des aiguilles, une chance, vous n'étiez pas dans les années 1800. Ouais. Fait que c'était en 1899. Avant son invention, l'emploi des seringues nécessitait souvent deux mains. Laetitia a breveté un mécanisme utilisable d'une seule main. Cette mise au point a facilité les injections, les rendant plus précises, plus pratiques pour le personnel médical. Un petit changement mécanique qui a eu un grand impact sur les soins de santé quotidiens. Puis c'est encore son mécanisme, dans le fond, qu'on C'est la même affaire, là. Ben oui. Mais oui. Que ce soit pour prise de sang ou whatever, c'est vraiment ça. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, Stéphanie Kulik. Ouais. Ouais, je pense, c'est ça. En 1965, chimiste chez DuPont, Stéphanie a synthétisé une fibre ultra résistante et légère, le Kevlar, lors de recherches sur les polymères. Ça a été utilisé, dans le fond, principalement pour les gilets pare-balles. Mhm. Fait que c'est comme un métal ultra méga résistant qu'elle a fait. Fait que ça a littéralement sauvé des vies. Ben oui. C'est encore ça qu'on utilise dans les casques de vélo et tout ça, Ouais. le Kevlar. Fait que c'est elle qui a créé ça. C'est une femme qui a fait ça. bravo, Stéphanie. Bravo. Florence Parpar. On ne sait pas si on dit les mots comme il faut. On le sait pas, on s'excuse d'avance, on mesdames. les aime de tout notre cœur. Oui. Réfrigérateur moderne en 1914. Avant, on utilisait des blocs de glace dans des glacières. Florence a breveté son système de réfrigération motorisé et automatisé. Quand même. Aïe, hein? Son idée a permis de stocker la nourriture plus longtemps et de manière hygiénique, transformant la gestion domestique et l'alimentation. Le réfrigérateur est devenu un appareil central du foyer grâce à ce type d'innovation. T'imaginerais-tu, toi, faire ton épicerie, sacrer ça dans des glacières, puis tout. Ah, puis c'était des familles, là. Mhm. Ah, t'avais pas 2 enfants, là, t'en avais Non, 14. non. Puis c'était des caveaux aussi. Ma grand-mère, il y avait ça chez elle. Il allait planter les affaires dans le sable en bas. Puis, la chambre froide. Puis, La chambre froide. Ouais, non. C'est une femme. C'est à cause d'une femme qu'on a des frigos. le des frigo puis le congélateurs. lave-vaisselle. Hey! Ben, c'est une femme aussi qui a inventé le four. Je sais pas, faudra aller voir. Ça, je suis curieuse. Après ça, Maria Telk. Tu montres sa photo? Oui. Elle avait un visage, elle aussi. Oui, elle avait un visage, elle aussi. Cette madame-là, elle a inventé les panneaux solaires thermiques. C'est une femme qui a inventé ça. C'est fou, hein? Dans le fond, elle voulait comme prendre l'énergie solaire et pour pouvoir chauffer les maisons et tout ça et tout ça. Puis, on la surnomme la reine du soleil pour son rôle dans l'électrification douce et durable. C'est vraiment beau, hein? Je trouve ça vraiment mignon. Mais je sais qu'il y a des lois. Je ne vais pas m'avancer trop parce que j'en connais pas assez. Mais je sais qu'il y a des lois qui font que tu ne peux pas avoir ça. Oui. Ici, au Québec, Selon on ne tes peut provinces. C'est ça. On peut pas avoir des panneaux solaires seulement. C'est grave. C'est pas assez payant Ouais, c'est ça. pour d'autres personnes, en tout cas. On ne rentrera pas dans ce débat non plus. Non, parce qu'on pourra en parler longtemps. Oui. Mais voilà. On va terminer avec 2 petites histoires que moi aussi j'ai trouvées parce que moi aussi, j'ai des femmes extraordinaires que j'avais entendu récemment, justement, l'histoire de Eddie Lamar. Cette femme complètement sublime. Peut-être que ça vous dit quelque chose, ce nom-là, parce que cette femme-là, c'est une femme d'origine viennoise, donc en Autriche. Elle est née en 1914. Et on la connaît sous le nom de Eddie Lamar parce qu'elle a conquis Hollywood avec ses rôles. Elle était bien roulée sur ça. À cause de ses rôles et son charme, elle était là l'une des plus belles actrices de son époque. Elle était vraiment considérée comme une personne incroyable. Mais en plus d'être belle, elle était vraiment intelligente. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, Eddie, elle s'inquiétait du fait que les torpilles envoyées par les Alliés pouvaient être facilement brouillées par l'ennemi. Donc, si vous avez... comment s'appelle le film déjà? Des Imitation Game? Imitation Game. Donc, il y avait quelqu'un qui réussissait à intercepter les torpilles pour les empêcher de toucher, dans le fond, les bateaux, allemands, finalement. Alors, elle s'est imaginée comme quoi que si la fréquence sautait d'une fréquence à l'autre,
super rapidement, ben le gars ne sera pas assez vite pour pouvoir l'intercepter. Fait qu'elle a inventé, avec un compositeur, George Antheil, ils ont inventé le système de saut de fréquence, un signal radio qui change de fréquence plusieurs fois par seconde pour contrôler à distance une torpille impossible à intercepter. Comme ça, ben il aurait pu, je dis il aurait pu parce que finalement, sa technologie n'a pas été utilisée pour la guerre. Par contre, aujourd'hui, dans le fond, pour vulgariser cette affaire-là, parce que saut de fréquence, des fois, moi, dans ma tête, ça me dit pas grand-chose. Mais imaginez un téléphone qui change de canal des milliers de fois par seconde, difficile à pirater. Fait que ce concept, à l'époque, révolutionnaire, n'a pas été utilisé pendant la guerre, mais il a inspiré la technologie moderne des communications sans fil. Le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS. Eddie Lamar a ainsi posé les bases de la connectivité que nous utilisons tous les jours aujourd'hui. Fait qu'est-ce que vous utilisez en ce moment pour nous écouter, mais c'est à cause d'une femme? Mais moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est que très souvent, on dirait qu'on nous a enseigné que si t'es belle, tu peux pas être intelligente. Puis si t'es full intelligente, ben c'est sûr que t'es moche. Tu sais, on dirait que les femmes très belles ne se font pas prendre au sérieux pour des raisons complètement stupides. Mais cette femme-là, en plus d'être complètement sublime, ben elle avait un esprit ingénieux. La beauté extérieure n'est pas égale à ton intelligence. Pas du tout. Mais je pense que ça a beaucoup été amené à cause du cinéma. Oui. Tu sais, justement, la blonde... la demoiselle en détresse un peu nounoune. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment fatigant, tout ça. Puis tu sais, quand j'avais de la teinture blonde dans mes cheveux, je me faisais souvent dire « Ah, elle est blonde ». Ben oui. Pour vrai. Je me suis fait dire ça. Moi aussi, il me disait ça, « Ah, elle est blonde ». T'es fuck all pas blonde. Je sais. C'est n'importe quoi. OK, j'arrête avec mes niaiseries. C'est vraiment drôle. Dernière personne que j'avais envie de partager l'histoire, parce que c'est une femme québécoise. Donc, on parle de Marie Lacoste Gérin-Lajoie, une des premières féministes du Québec. On a parlé tantôt de notre belle Thérèse Casgrain. Elle est née en 1867, puis elle a grandi dans une famille intellectuelle qui a offert une éducation exceptionnelle pour leurs filles à l'époque. Ça, c'est très, très rare. Très tôt, elle réalise que beaucoup de femmes ignorent leurs droits fondamentaux et que la société ne leur permet pas de s'épanouir pleinement. Fait qu'elle s'est questionnée là-dessus, puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle ne se contente pas juste de s'indigner et d'être frustrée de ça. En 1902, elle a publié le Traité de droit usuel, un guide pratique pour que les femmes québécoises comprennent leurs droits légaux dans la vie quotidienne. Quelques années plus tard, elle cofonde la Fédération Saint-Jean-Baptiste et devient une figure de proue du mouvement pour les droits de vote des femmes et l'accès des femmes à l'éducation et aux professions libérales. Probablement qu'elle a travaillé avec Thérèse Casgrain, dans le fond. Ben, probablement. Son impact, c'est que grâce à son courage et sa persévérance, Marie Lacoste Gérin-Lajoie a contribué à transformer la société québécoise. Elle a montré qu'une voix déterminée et engagée peut ouvrir la voie des générations entières de femmes. Fait que aujourd'hui, quand on bénéficie des droits qu'on tient des fois pas comme acquis, comme on a parlé tantôt, ben souvenons-nous que tout ça n'aurait pas été possible sans elle. Fait que cette Marie-là, ben c'est la preuve que la détermination et le courage peuvent changer le monde. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Fait que ça fait du bien de parler de ces femmes extraordinaires-là parce que je trouve qu'on les met pas assez souvent en lumière. Puis je trouve que cet épisode-là, c'est du féminisme très positif, puis j'aime ça. Oui. Parce que ça démontre qu'il y a de l'espoir, que si vous avez des idées, vous pouvez les réaliser. Go, là! Tu sais, elles sont sûrement posées plein de questions, là. Eh ben là, je peux-tu? Eh ben là, ça, eh ben là, ça. Probablement, je veux dire, on est tous des humains, mais qui ont fait comme « let's go », je dis oui, je fonce, tu sais. C'est beau, hein? Mais ça. Oui. Fait que voilà la fin de cet épisode des plus inspirants. Fait que j'espère que vous allez avoir aimé ça. Puis j'aimerais ça que vous nous écriviez laquelle que vous saviez pas ou qui vous inspire le plus. Oui, ou qui vous a choqué aussi. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que ça vous a ramené? Ouais, c'est une bonne idée, ça. Répondez-nous. Oui, on peut savoir, là. Fait que on se dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Pro et Ricky Lovato.
Bienvenue sur le Sofa Rose!